Bonsoir à tous pour le Zoom de ce soir. Nous recevons Jérôme Rivière. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous êtes porte-parole de la campagne législative du Front National, donc pour ces élections, mais vous avez un parcours tout à fait particulier, on va en parler. Vous avez été au cabinet de François Léotard, vous avez été député de la première circonscription pour l'UMP dans les Alpes-Maritimes de 2002 à 2007. Vous avez d'ailleurs été remplacé par Éric Ciotti, après il me semble. Vous avez ensuite rejoint Philippe de Villiers. Oui, exactement, au moment des élections présidentielles et européennes, puisque j'étais en désaccord profond avec Nicolas Sarkozy, dont j'avais deviné et pressenti pour le fréquenter régulièrement, que s'il avait un discours qui était le discours qu'on attendait des droites patriotes, en fait, dans la réalité des actes, il ne le serait pas. Un exemple pour l'illustrer, en 2006, on a eu le premier texte législatif sur l'immigration. Mais à l'époque, comme l'ensemble des parlementaires UMP, j'avais fait campagne pour la suppression de l'AME, l'aide médicale d'État, ce milliard d'euros qu'on donne chaque année aux étrangers en situation irrégulière. Et travaillant beaucoup avec la préfecture de police, puisque j'étais avocat à l'époque, j'avais préparé des amendements, mais soignés, qui étaient... on supprimait pas l'AME comme ça. Il est évident que les gens en extrême situation d'urgence, il faut bien les soigner, et on va certainement pas laisser mourir des gens sur le parvis d'un hôpital. Et tous ces amendements ont été acceptés en réunion de groupe UMP. Donc tous ces députés, soi-disant de droite, ont voté pour mes amendements. Et lorsqu'il s'est agi de le passer en séance, Nicolas Sarkozy s'y est opposé, en m'expliquant « mais c'est pas ce que la presse attend, il faut surtout aujourd'hui ne pas agiter ces choses-là ». J'ai voulu néanmoins présenter ces amendements, parce que je pense qu'en politique, il faut être fidèle à ses convictions. Et dans l'hémicycle, ça se retrouve au journal officiel de la République, j'étais seul. L'ensemble de ces députés UMP venaient me voir en me tapant sur l'épaule en me disant « T'as raison, mais je peux pas le dire. Tu devrais pas, ça va être compliqué pour toi. » Et pas courageux. Et c'est ce qui explique les raisons pour lesquelles, en fait, je ne pouvais pas rester dans un parti qui fait des promesses sur des estrades, sur des plateaux de télévision, mais qui, dans les faits, lorsqu'ils ont le pouvoir, ne les appliquent pas. Et j'ai écrit à l'époque un livre pour expliquer qu'il fallait des accords avec le Front National, parce que pour sauver notre corpus idéologique, je pensais que en s'arrimant à un parti comme le Front National, on avait sans doute la possibilité d'avoir un socle solide. Vous imaginez que tout ça n'a plu à personne. Je me suis retrouvé exclu, et donc j'ai été effectivement battu par Éric Ciotti, qui était le candidat de Nicolas Sarkozy, et j'ai fait campagne à l'époque pour la candidature de Philippe de Villiers, qui m'apparaissait clair dans ses convictions. Je l'ai fait, j'ai d'ailleurs dirigé sa campagne des européennes en 2009, mais j'ai finalement ensuite considéré, après un double échec dans la vie, il faut en tirer les conséquences. Je suis parti créer des entreprises. Je me suis installé comme chef d'entreprise, entrepreneur, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et l'année dernière, au moment des régionales à peu près, j'ai considéré que la situation dans laquelle notre pays se trouvait m'interpellait et me blessait un peu fort. J'avais gardé un lien étroit, notamment avec Louis Alliot et Marine Le Pen. Ils m'ont proposé de venir participer à la campagne de Marine, en me disant que derrière, ils avaient besoin de parlementaires ayant une expérience de l'Assemblée nationale, ce que je proposais par mon parcours. Et donc j'ai accepté effectivement de faire la campagne de Marine Le Pen. J'étais membre du conseil stratégique de sa campagne, en étant notamment responsable des questions de défense. C'est un sujet que je On en parlera parce que vous y étiez dans la commission de la défense quand vous étiez UMP encore. Exactement. Donc sur ces sujets, j'ai fait une campagne. Je pense qu'on a fait une belle campagne. On est tous effectivement déçus par le résultat, parce que quelque part on a eu le sentiment, l'attente que c'était gagnable. On reviendra peut-être tout à l'heure sur cette campagne, mais plus que jamais, je pense que l'élection législative, c'est l'occasion de marquer que le Front National est le seul parti aujourd'hui à proposer des candidats qui seront des opposants résolus à la politique d'Emmanuel Macron. Et dans ce cadre-là, je suis effectivement l'un des trois porte-parole de la campagne nationale des élections législatives. Alors vous êtes également candidat dans la 6e circonscription du Var. Cette fois-ci, vous avez quitté les Alpes-Maritimes. Marine Le Pen a obtenu dans cette circonscription 33,27% des voix au premier tour. Elle est arrivée en tête au second tour avec 52% des suffrages. Vous pensez du coup que c'est tout à fait gagnable? Écoutez, une élection n'est gagnée que lorsque toutes les voix ont été comptées, mais effectivement, je pense que dans cette circonscription, comme dans de nombreuses autres, dans le sud-est de la France en particulier, les électeurs ont été attentifs au discours qu'on a pu porter. Et je continue de développer ce discours de rassemblement des droites patriotes,
parce que il m'apparaît essentiel de bien marquer, de bien expliquer aux électeurs que les candidats, les républicains, sont la plupart du temps des candidatures inutiles. Inutiles pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait, pour quasiment tous d'entre eux, campagne pour Emmanuel Macron au second tour, donc ils sont co-responsables de son élection. Le candidat que j'ai face à moi dans ma circonscription a d'ailleurs fait ouvertement campagne pour Emmanuel Macron, et au lendemain de lui, il l'élection... semble être plus qu'inutile même, c'est presque une aubaine pour vous, parce que visiblement ils ont quelques petits problèmes avec la justice. Oui, alors sur cette circonscription, on avait effectivement une députée LR qui, appelée des coupables, a été condamnée parce qu'elle a caché son patrimoine. Donc c'est la députée sortante. La députée sortante avait caché plus de 2 millions d'euros de patrimoine, prétexté un oubli, elle a fini par plaider coupable, et elle a été condamnée à 45 000 euros d'amende, ce qui est l'amende maximum. Elle n'a pas souhaité se représenter, mais elle a envoyé son directeur de cabinet, dont elle est suppléante. Dont elle est suppléante. Donc c'est un tour de passe-passe, voilà. Mais donc il est effectivement, lui plus que d'autres, encore inutile, mais les députés, les candidats, les républicains, pour la plupart expliquent que derrière, s'ils sont élus, ils souhaitent faire une sorte d'opposition constructive, travailler avec Emmanuel Macron. C'est pas ce que nous proposons, et c'est pas ce que les électeurs de droite attendent. Aujourd'hui, ce qui est important pour eux, c'est que sur des sujets comme l'immigration, sur des sujets comme l'islamisation de notre société, il y ait des oppositions fortes et résolues. Même chose sur les territoires. Vous savez, ça veut dire que pour ces législatives, on peut s'attendre à un revirement de la campagne du Front National, puisqu'on a vu que certains militants du Front National avaient déploré le manque de communication sur l'immigration, sur l'islam, sur des sujets plus identitaires, et que les sujets économiques avaient été trop mis en avant. Alors la campagne avait particulièrement bien commencé à l'occasion du grand discours que Marine avait fait à Lyon, expliquant très clairement qu'il y avait deux jambes pour avancer sur une campagne. La jambe qui défend l'identité, extrêmement importante, et une jambe qui défend la souveraineté. Sur la souveraineté, c'est effectivement plus les problèmes économiques. Assez rapidement, dans le cadre des débats, on a d'abord eu une campagne qui a été totalement verrouillée par les affaires, donc on a eu peu de temps pour développer les sujets. Il est vrai qu'il y a des priorités, et aujourd'hui, en tout cas à l'Assemblée, puisque il s'agit bien d'élections législatives, à aucun moment les députés ne sont concernés par des sujets de souveraineté, puisque c'est dans des traités que c'est négocié, et c'est la prérogative de l'exécutif. Donc ce qui nous intéresse comme parlementaires, c'est la loi, et sur la loi, on a des choses à faire, notamment sur l'immigration. Vous savez que Emmanuel Macron est allé voir Angela Merkel pour lui expliquer qu'elle avait fait une politique tout à fait courageuse en matière d'immigration, c'est-à-dire qu'il trouve courageux d'accueillir 1 500 000 immigrés. Et par ailleurs, il a expliqué que la France n'avait pas fait son devoir. C'est donc très clairement qu'il va proposer d'accueillir massivement des migrants supplémentaires, dont on sait que ce sont des migrants économiques, dont on sait que ce ne sont pas des gens en situation d'extrême danger dans leur pays. Et à cette politique, nous nous opposons résolument. Ça n'est pas le cas des Républicains. La même chose sur l'islamisation de la société française. On a quand même un chef de gouvernement, Édouard Philippe, qui comme maire, a préféré gaspiller des deniers publics et jeter des milliers de repas parce qu'il y avait de la gélatine de porc dans des desserts. C'est pas la conception une seconde que j'ai de la laïcité. La façon dont il le voit, c'est en fait de se soumettre à des associations plus ou moins radicales musulmanes qui lui ont imposé et dicté une conduite. Ça n'est pas ce que je souhaite, et je souhaite très clairement que nous nous y opposions. Quand j'étais député en 2006, j'étais le seul à aller à la tribune de l'Assemblée nationale pour expliquer que tant que l'islam se présenterait comme un projet politique, il fallait avoir une réponse politique. Le religieux concerne les affaires religieuses, mais lorsque vous avez des gens qui viennent vous expliquer que la charia, qui est une façon de gérer le quotidien des femmes et des hommes dans notre territoire, doit s'appliquer, je veux une réponse politique. Il n'existe pas de moyen de lapider modérément une femme. Soit on est favorable à la charia, soit on est défavorable à la charia. La charia n'est pas compatible avec les lois de la République française. Il faut l'affirmer, pas d'ambiguïté. Et je pense que les députés républicains, très souvent, ont oublié que c'était le discours que nous avions en 1990. Je vous rappelle que lorsque j'ai adhéré dans ces partis que vous citiez tout à l'heure, c'était des partis qui tenaient des propos extrêmement forts. En 1990, lors des États généraux de l'opposition, nous avions demandé très clairement la suppression de l'immigration, son encadrement très strict. Nous avions, Alain Juppé, à l'époque, qui était le patron du RPR, expliqué que l'islam n'était pas compatible avec les lois de la République. Il ne parlait pas d'islamisme. Alors aujourd'hui, il dit « je me suis trompé ». Non, la réalité, c'est qu'ils ne se sont pas trompés. Ils trompent leurs électeurs. Et nous avons besoin, sereinement, tranquillement, d'aller expliquer à tous ces électeurs qui
qui sont encore dans l'idée que les Républicains, cette filiation UDF, RPR, UMP, représente la droite, que non. Ces gens-là, leurs dirigeants ont changé et ils ne défendent plus les valeurs auxquelles adhèrent en fait les électeurs. Et nous devons, nous, comme candidats soutenus soit du Front National ou soutenus par le Front National, comme c'est mon cas, nous devons très simplement leur réexpliquer que nous, ces valeurs, nous les partageons avec constance. C'est la grande force de ces candidats, c'est de ne pas avoir changé et d'être capable de redonner ce discours de façon résolue et régulière. Alors j'entends bien, Jérôme Rivière, tout ce que vous m'expliquez sur cette jambe droite, quelque part, du Front National qui revient sur ces sujets migratoires, les sujets de l'islam, etc. Mais est-ce que finalement, tout cela, c'est pas un peu de l'enrobage et c'est simplement que vous avez tiré les conséquences de l'échec de la présidentielle, vous avez compris que le Front National ne pouvait pas gagner avec la souveraineté mise en avant, avec les questions économiques et qu'il fallait tout simplement revenir une fois pour toutes aux fondamentaux parce que l'électorat, le cœur de cible du Front National reste la droite identitaire, attachée à ses valeurs, à ses racines chrétiennes. J'entends ce que vous dites et je partage en grande partie la présentation que vous faites. Je dirais néanmoins que nous avons aussi des partis comme celui de Debout la France, très attachés à la souveraineté, qui sont clairement, des partis de droite. Et attaché à la souveraineté, mais c'est lui qui a fait infléchir la ligne du Front National. Bien sûr, parce qu'en fait, il existe des séquences. La réalité, je reprendrai des propos qu'avait tenus Marion Maréchal Le Pen, la question de savoir si ma fille paiera sa burqa en francs ou en euros ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'elle soit obligée d'acheter une burqa. Donc on voit bien qu'il y a une séquence. Une fois qu'on est bien certain que nos filles n'auront pas à acheter de burqa, on se pose la question effectivement de la souveraineté monétaire. Mais tout est une question de séquence. L'urgence, la priorité aujourd'hui, c'est la question de l'identité de la France. C'est immédiat. Donc il faut savoir s'attaquer immédiatement à ces solutions. Et en plus, ça correspond sur le plan institutionnel au boulot des parlementaires. Donc la séquence aujourd'hui, elle est claire, elle est par rapport à des élections législatives, par rapport à une Assemblée nationale, s'opposer résolument sur ces sujets qui sont une priorité. Mais vous savez, je pourrais en décliner d'autres parce que on a par exemple les personnes âgées. Vous savez que sur la souveraineté, le franc, l'euro, ça a terriblement inquiété les personnes âgées. Et à juste titre, c'est difficile à comprendre et c'est un sujet qui, encore une fois, n'est pas prioritaire. Mais aujourd'hui, ils vont être les dindons de la farce parce qu'avec la cotisation, la CSG, ils vont être les premiers pénalisés. Emmanuel Macron va financer ses programmes en venant prendre la CSG chez les retraités. C'est eux qui vont payer. Ils vont payer le plus lourd tribut. Dans le même temps, on va à aucun moment leur proposer une hausse des minima sociaux, du minima vieillesse, ce que proposait Marine Le Pen dans son programme. Donc les vrais dindons de la farce, ce sont eux. Et j'espère que cette campagne sera l'occasion de leur expliquer que ceux qui peuvent les protéger de ce vol qui va être réalisé, de ces pickpockets qui vont venir leur prendre leur argent, ce sont les candidats du Front National et que par cette opposition résolue, nous mettrons au moins en lumière de façon très forte la différence entre le discours d'Emmanuel Macron et la réalité des propositions qu'il veut mettre en vigueur. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de Marion Maréchal Le Pen. Est-ce que, en tant que candidat dans le sud de la France, vous ne craignez pas une perte d'un certain électorat qui était attaché justement à ce que représentait Marion Maréchal Le Pen, qui clairement représentait le flotteur droit du Front National? Alors je ne crains pas une perte d'intérêt des électeurs dans la mesure où Marion a expliqué les choses très clairement. C'est une jeune femme, elle a envie de s'occuper de sa famille et elle a envie d'une expérience professionnelle. Vous comprendrez que ça résonne particulièrement à mes oreilles dans la mesure où j'ai fait la même chose, où de 2009 à 2016, et j'ai pensé aussi qu'il était temps de pouvoir m'occuper d'autre chose que de politique. Quand je parle de la suppression du RSI aujourd'hui, en expliquant que c'est quelque chose d'insupportable, j'en parle en connaissance de cause. J'ai créé une entreprise, j'ai plusieurs dizaines de salariés, je paye moi-même le RSI, je sais à quel point ça vient compliquer la vie des entrepreneurs ou des professions libérales. C'est quelque chose de concret pour moi, c'est important. Et je pense que là-dessus, Marion a raison. C'est important de ne pas être exclusivement des femmes et des hommes politiques qui, finalement, tournent en rond, parlent de sujets sans les connaître. C'est important d'avoir une expérience réelle de terrain et de vie professionnelle. Donc je crois que
C'est une bonne chose dans la mesure où, comme elle l'a expliqué sur votre antenne d'ailleurs, elle restait adhérente du Front National, c'est donc elle continue d'adhérer globalement à nos idées et à ce mouvement. Et donc la campagne, elle vient d'ailleurs soutenir un certain nombre de candidats dans des circonscriptions. Donc je pense que la campagne ne pâtira pas de ce manque d'engagement. J'aurais souhaité qu'elle reste députée parce qu'à l'Assemblée nationale, dans la deuxième phase, c'eût été utile de l'avoir avec nous. Mais sur le fond de cette campagne, je ne pense pas que ce soit un élément qui vienne pénaliser les candidats qui s'engagent sur ce terrain. Alors votre candidature est un peu emblématique parce que vous vous présentez avec une suppléante, Chantal Lopez, qui elle n'est pas Front National, mais Debout la France. Alors finalement, on retrouve un peu cette alliance d'entre-deux tours de la présidentielle, rien qu'avec votre candidature pour ces législatives. Ben exactement, je crois vraiment que ce qu'attendent les électeurs, c'est cette solution qui a été proposée entre les deux tours, d'avoir une alliance aussi large que possible des droites patriotes. En raison de mon parcours particulier, je connais extrêmement bien Nicolas Dupont-Aignan, avec qui j'ai fait campagne en 2005 contre le traité constitutionnel. Nous étions tous les deux députés EMP. On a tous les deux quitté l'UMP parce qu'on a eu le même constat de cette incapacité de ce parti à tenir les promesses qu'il faisait aux électeurs. Ce lien particulier m'a permis de créer en fait quelque part une avant-garde de ce que doit être demain les accords entre familles politiques différentes permettant d'avoir le meilleur résultat possible aux élections. Vous déplorez qu'il n'y ait pas plus de candidats Front National qui aient fait ce choix de s'allier directement dès le premier tour avec des candidats DLF ? Non, alors le problème c'est qu'il y a une logique partisane, politique. Il faut pas aller trop vite. On est passé d'un parti, le Front National, qui était le diable isolé dans son coin. On n'est plus diabolisé. Le travail de Marine Le Pen là-dessus a été considérable et on est aujourd'hui considéré comme un parti globalement accepté par tous, même si entre les deux tours, il y a eu une agitation avec ce front républicain qui est plutôt un front antidémocratique puisqu'il a comme objet non pas de s'allier sur des valeurs, mais de s'allier pour empêcher quelqu'un d'accéder au pouvoir. Ce qui est ridicule, mais ça marche de façon bancale. Donc la dédiabolisation est en grande partie réussie. Ce qu'il fallait, c'était le désenclavement. Et la position extrêmement courageuse de Nicolas Dupont-Aignan a permis le désenclavement. En 81-84, François Mitterrand a créé un piège pour la droite en diabolisant le Front National, en empêchant des accords, même si on avait eu un emblématique à Dreux. Derrière, il n'y a pas eu de possibilité. Le couple Mitterrand-Chirac ont créé ce bloc avec lequel il n'était plus possible de travailler. Moi, dès 2006, j'avais compris qu'il fallait absolument travailler avec le Front National à l'époque, puisque j'étais à l'UMP. Donc aujourd'hui, vu du Front National, de travailler avec les Républicains qui sont authentiques et sincères. Nicolas Dupont-Aignan le réalise un petit peu plus tard. Je crois que tout est une question de tempo. Vous voyez qu'entre 2006 et 2017, on a mis du temps pour que ce message soit entendu. Nicolas a besoin de préserver son parti, il a besoin aussi de préserver, il y a des spécificités, il y a des différences, mais derrière il y a très clairement un accord de deuxième tour. Donc on est pour l'instant sur des accords de deuxième tour, mais on aura, vous le verrez, dans les mois, dans les années à venir, avec un travail que doit faire aussi le Front National, se poser des questions sur les raisons de l'échec à la présidentielle, arriver à faire des propositions qui soient en résonance avec les inquiétudes qui ont pu être exprimées à l'occasion, et Marine Le Pen l'a extrêmement bien dit sur TF1. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut se repositionner, réfléchir, écouter les électeurs et les militants. Une fois qu'on aura fait ce travail, Nicolas Dupont-Aignan fera son travail de son côté. Je suis sûr que les Républicains vont exploser en deux et donc la partie patriote des Républicains travaillera aussi. On aura sans doute peut-être un jour l'occasion de faire de véritables états généraux de la droite patriote pour que en 2022 nous puissions présenter une candidature qui cette fois-ci gagne sans aucun doute. On a déjà parlé tout à l'heure de la question de l'euro, etc. Est-ce que, pour être précis, est-ce que cette question figurera encore sur les professions de foi des candidats Front National pour ces législatives ? Alors, encore une fois, les législatives, ça concerne le législatif et pas l'exécutif. La question de l'euro est une question qui est la renégociation de traités européens. La renégociation de traités européens, c'est uniquement les gouvernements qui en ont la charge. S'il y avait un traité européen et que le gouvernement venait présenter aux députés l'adoption ou non de ce traité, la logique, ce serait que ce soit un référendum, mais s'il venait le présenter, on en parlerait à ce moment-là. Aujourd'hui,
Ce n'est pas le lieu, donc on évacue. On n'en parle pas. Genre, on ne va pas parler de choses qui ne sont pas de la prérogative des députés. Ça n'aurait pas de sens. Alors, il y a encore quelques semaines, les observateurs tablaient sur une entrée fracassante du Front National au Palais Bourbon. On parlait d'une centaine de sièges, ce qui était très important, puisqu'aujourd'hui, on n'en a que 2. Aujourd'hui, le secrétaire général du Front National, Nicolas Bay, table plutôt sur une trentaine de sièges. Qu'est-ce qui explique ce changement d'observation ? Je pense que je ne sais pas quels étaient les observateurs qui parlaient d'une centaine. Ce qui est apparu très vite comme étant l'objectif que nous pouvions avoir, ce sont l'ensemble des circonscriptions où Marine Le Pen est arrivée en tête à l'issue du deuxième tour, c'est-à-dire 45 circonscriptions en France. Donc c'est en gros l'objectif derrière. Donc en dessous de 40, on pourra considérer que ce sera un échec. Non, je termine. Nicolas Bay est prudent justement parce que on voit bien que entre les présidentielles et les législatives, dans certaines circonscriptions où Marine Le Pen a pu arriver en tête, en fait, dans cette circonscription, c'était un candidat, les Républicains, qui arriverait en tête, et donc ça n'est pas Emmanuel Macron. Donc on va avoir un certain nombre de déperditions, tout simplement, parce que vous avez c'est pas un bon exemple de regarder le second tour, en fait. Ça donne une bonne indication. Mais c'est pas suffisant, il faut un double filtre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui l'objectif d'une trentaine de parlementaires apparaît comme un objectif très important. On passe de 2 à 30, on multiplie par 15 le score, c'est pas neutre, sachant qu'encore une fois, en dehors de quelques exceptionnels médias dont vous faites partie qui laissent la parole aux patriotes, sur les autres médias, je veux dire, on est accusé, on n'a pas l'occasion de porter la parole. On nous explique que nous sommes des xénophobes, des racistes. C'est terrible de porter une parole positive et d'expliquer notre programme quand il faut commencer par se défendre. Donc j'espère que cette législative sera l'occasion d'aller un peu plus loin et de démontrer. Parce que là, je suis très attaché. Ce que les journalistes appellent le front républicain est en fait un front antidémocratique. Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse être une instance démocratique dès lors que vous avez même simplement 30 députés Front National. Je vous rappelle que Marine Le Pen, au premier tour, prenons le premier tour, 22%. 22% de 577 députés, ça devrait faire une centaine de députés. C'est ça un score qui serait démocratique, c'est que le Front National puisse avoir une centaine de députés. Et moi, je mets en garde l'ensemble des acteurs politiques nationaux pour leur dire que s'ils continuent d'avoir ce discours totalement antidémocratique et qu'ils s'allient et qu'ils arrivent à convaincre l'opinion publique et à faire peur en maniant la peur et à bloquer l'expression à l'Assemblée nationale de 22% des Français, ces 22% des Français trouveront d'autres moyens pour s'exprimer. Et je ne le souhaite pas. Je souhaite une société apaisée. Et si nous voulons une société apaisée, les grands courants de pensée doivent être représentés à l'Assemblée nationale. C'est un grave danger et un risque insupportable qu'ils font courir à la démocratie en expliquant que quoi qu'il arrive, il vaut mieux voter pour n'importe qui plutôt que pour un député Front National. Ils devraient garder en tête que Marine Le Pen a fait 22% des voix au premier tour et que donc ce mouvement de pensée, ces électeurs, ces Françaises et ces Français qui ont voté pour elle ont le droit d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale. Alors on a compris que vous partagiez peu ou prou les projections de Nicolas Bay, on va dire entre 30 et 40 sièges à l'Assemblée nationale. De ce fait, le Front National aura le droit à un groupe à l'Assemblée, ce qui sera enfin, non pas que ça n'ait jamais eu lieu, mais qui sera une nouveauté par rapport depuis à maintenant. 88, oui. Peut-on, dans ce cas-là, envisager une opposition frontale, systématique, j'allais dire presque idéologique de ce groupe Front National sur des sujets, sur les sujets, encore une fois, de l'immigration, sur le sujet de l'islamisation, sur le sujet de l'abandon absolu des territoires ruraux. Emmanuel Macron est un bobo parisien. La ruralité, il le connaît éventuellement quand il va se balader en province et qui passe en faisant un petit... Souvenez-vous de lui se lavant les mains parce que il avait choisi les gens. Ils sont bien sympathiques et il se lavait les mains. Il ne sait pas ce que c'est que la ruralité. Dans ma circonscription, c'est une terre rurale où la plus grosse des communes fait 15 000 habitants. Le sentiment, pas le sentiment, l'abandon de l'État, l'abandon des pouvoirs publics, il est réel. Tous les jours, les gens le vivent. Les services publics qui s'éloignent. Donc sur ces sujets-là, nous nous opposerons de façon systématique parce que nous serons arc-boutés sur la défense de ces Françaises et ces Français qui sont totalement oubliés du système. Et sur les personnes âgées, je suis désolé d'insister, mais je sais que ce sont les premiers qui seront les victimes de la politique d'Emmanuel Macron. Il les a flattés, il leur a fait des clins d'œil. La réalité, c'est que la hausse de la CSG qui est prévue
parmi les tout premiers points de son programme, cette hausse de la CSG, ce sont les retraités qui vont la payer. Et ils ne s'en rendent pas compte, et là-dessus nous nous opposerons, parce que nous serons là pour les protéger. Alors justement, si vous obtenez un groupe, quels seront les premiers projets de loi proposés par le Front National ? Nous proposerons très rapidement l'encadrement. Vous savez que nous avions, dans le cadre de l'immigration, proposé de limiter à un flux de positifs de 10 000 entrées sur le territoire. Donc nous proposerons un texte allant dans ce sens-là. Donc nous ne sommes pas pour ce qu'on appelait l'immigration zéro. On se rend bien compte qu'il y a besoin d'avoir des... Ce serait une immigration choisie ou une immigration uniquement en termes de quotas ? En termes de quantité, je pense qu'il est important aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où il y a des urgences. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de limiter les quantités. Vous avez un tel afflux d'étrangers aujourd'hui en France, en situation régulière comme en situation irrégulière, qu'il faut limiter la quantité. Mais pas de choisir en fonction de leurs compétences et des emplois à pourvoir. Des séquences. Aujourd'hui, on a un vrai problème quantitatif. Donc il faut se poser ce problème-là. On sera aussi extrêmement strict sur l'application de la laïcité, c'est-à-dire qu'il faut maintenant définitivement s'opposer à tout acte, toute mesure, comme celle qu'avait pris le Premier ministre. On ne cède pas à des associations cultuelles musulmanes imposant tel ou tel régime alimentaire ou imposant telle ou telle heure de fermeture de piscine ou de lieu public pour s'adapter, faire le compromis, je ne sais plus quel est le terme qu'utilisait Alain Juppé, les compromis nécessaires. Non, il n'y a pas de compromis ni de compromission, c'est la valeur de la République. Donc là-dessus, on proposera des textes de loi sur alors ça, ce sera en opposition, mais sur la CSG, on fera des contre-propositions, des amendements importants pour que les retraités ne soient pas affectés par cette augmentation. Il semblerait que les salariés, par différents moyens, se retrouvent finalement en situation de ne pas être trop impactés par cette augmentation de la CSG. On souhaite que les personnes âgées, soit par une hausse notamment du minimum vieillesse pour les plus démunis d'entre eux, se retrouvent eux aussi protégés. Ce serait totalement injuste de faire payer à une génération les dépenses faites par une autre génération qui a été dispendieuse et qui n'a pas su tenir les finances publiques de façon correcte. Et puis sur les territoires ruraux, sur un certain nombre de sujets, on sera extrêmement prolixe en matière de textes de loi. Donc la priorité, représenter la France abandonnée. Exactement, cette France qui, dès le premier tour, a donné 22% de ses suffrages à Marine Le Pen, et une France qui est aujourd'hui, encore une fois, quand vous regardez ce gouvernement, quand vous voyez Édouard Philippe, maire d'une très grande ville, quand vous voyez les principaux soutiens d'Édouard Philippe, qu'ils soient à droite ou à gauche, ce sont des maires de très grandes communes, des présidents de région, des gens qui ont une vision extrêmement lointaine de la France, de la vraie France, si je puis dire. Oui, les territoires des villes font partie de la France, mais la ruralité est 80 ou 90% du territoire. C'est aussi la France, ces territoires et les personnes qui y habitent méritent notre attention, méritent notre protection, et c'est pour ces gens-là que nous nous battrons en premier. Merci beaucoup Jérôme Rivière. Merci.